Au Mali, plus de 2 millions de personnes vivent avec un handicap. L'insertion socio-professionnelle de cette tranche importante de la population reste un défi pour les autorités. Conscients de cette réalité, certains font le choix de créer leur entreprise, notamment pour évoluer dans un environnement favorable à leur épanouissement. Ce qui a fait naître le concept handipreneur, entendez par là un entrepreneur en situation de handicap. Sachant que le secteur entrepreneurial est très concurrentiel, dans quelles conditions évoluent ces handipreneurs? Quelle politique d'insertion pour cette catégorie importante de la population? D'ailleurs, qu'en est-il de l'application de la loi 2018 relative aux droits des personnes handicapées? Entreprendre en situation de handicap, ce qu'il faut savoir, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. L'intitulé de notre débat de ce soir est Entreprendre en situation de handicap, ce qu'il faut savoir. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Djikine Atouma Gakou est une véritable défenseuse des droits des personnes en situation de handicap. Et pour cause, depuis l'âge de 11 ans, elle est handicapée et se déplace en chaise roulante. Malgré cette difficulté, Djikine Atouma Gakou n'a jamais rien lâché, bien au contraire. Elle a toujours redoublé d'efforts pour se hisser au plus haut sommet. Madame Djikine est actuellement la deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. Elle est également vice-présidente de la Charte d'engagement pour la participation et l'émancipation citoyenne. Djikine Atouma Gakou est surtout la présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Pleinement engagée depuis 1982 pour la cause des personnes vivant avec un handicap, Madame Djikine a fondé en 1994 l'Association malienne des femmes handicapées, l'une des premières du genre dans la sous-région. Elle en est d'ailleurs la présidente. Titulaire d'une maîtrise en administration de l'action sociale et d'un BTS en services généraux des postes et télécommunications, Atouma Gakou, de son nom de jeune fille, a véritablement débuté sa carrière professionnelle dans des ONG à l'image d'Équilibre ou encore de Handicap International au Mali, dont elle a été l'une des premières administratrices et coordinatrices entre 1996 et 2000. Djikine Atouma Gakou a également servi dans l'administration publique. Elle a travaillé au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. En 2014, elle a été conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne avant d'être chargée de mission au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de 2015 à 2020. Engagée depuis plus d'une quarantaine d'années dans la vie sociale, Djikine Atouma Gakou se bat notamment pour l'amélioration des conditions de vie et l'autonomisation des couches défavorisées. Elle s'est particulièrement impliquée dans l'élaboration et le processus d'adoption de la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et de son décret d'application. Veuve et mère de 4 enfants. Sur le plan international, Madame Djikine est vice-présidente du réseau africain des femmes handicapées et de Disabled Women in Africa. De 2000 à 2015, elle a été vice-présidente de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées. Djikine Atouma Gakou est l'invitée principale de Entreprendre. À présent, j'ai le plaisir de recevoir Djikine Atouma Gakou, notre invité spécial. Madame Djikine, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes la deuxième vice-présidente du CNT, Conseil national de transition. Vous êtes surtout sur ce plateau en tant que présidente de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées FEMA, mais également présidente de l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées que vous avez fondé, Madame Djikine. Effectivement, j'ai créé la première association de femmes handicapées en 1994. Et l'objectif principal, c'était l'amélioration des conditions de vie des femmes handicapées, créer un cadre de concertation pour les femmes, pour que nous puissions parler entre nous, femmes handicapées, surtout que la discrimination était fondée sur le fait que nous sommes
handicapées et ensuite femmes. Et il y avait des thèmes et des sujets tabous que nous ne pouvions pas discuter dans les associations mixtes. On s'est dit que nous allons créer ce cadre de concertation. Et c'est là que l'AMAF a vu le jour, l'Association malienne des femmes handicapées, en 1994. En 1994, on s'est dit que bon, on ne va pas se limiter à quelques femmes. Il faut qu'on puisse fédérer tous les types de handicap. Et là, les femmes handicapées physiques, les femmes handicapées visuelles, les femmes handicapées intellectuelles qui ont une déficience mentale, les femmes handicapées atteintes d'albinisme et les polyhandicapés. Nous avons créé l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées en 1999. Et donc 5 ans après 5 ans après, il y a eu l'Union malienne des associations des femmes handicapées. Mais avant tout ça, en 1992, j'ai été membre fondateur de l'AID, l'emploi pour l'intégration des personnes handicapées. Ça, c'est juste après les événements de 91. Voilà. Avant les événements de 91, on était jeunes et on s'est dit la vie associative battait son plein, vous le savez très bien. Et il y a eu les personnes vivant avec un handicap, maintenant comme on les appelle, ont créé des associations. Et nous, on a dit que le souci principal de la personne handicapée, en dehors de la discrimination, c'est l'emploi. Si vous travaillez, si vous pouvez vous défendre dans votre petit métier, vous allez devenir autonome et être digne, même dans sa famille. Et là, on a créé AID. C'est en force de tout ça que, avec l'essor de l'AMAF, qu'en 1997, les femmes de l'Afrique, les femmes handicapées de l'Afrique de l'Ouest se sont réunies à Ouaga pour dire que nous allons créer un réseau sous-régional de femmes handicapées. Et en 1998, il y a eu la mise en place du premier ministère pour les femmes. Et ce ministère a bien voulu fêter la journée du 8 mars sous les signes de la femme handicapée. Une première au Mali, précisons-le. Une première au Mali et une première en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on l'a décidé, mais c'est le Mali qui l'a matérialisé. Alors, vous êtes aujourd'hui celle qui fédère toutes les associations des personnes vivant avec un handicap au Mali, puisque vous êtes la présidente de la fédération. Effectivement, nous avons la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, FEMA, a été créée en 1982. Donc, nous avons tous fait nos premiers pas aux côtés de notre père, tonton Ismaïla Konati, qui a créé l'Institut des jeunes aveugles, après l'Union malienne des aveugles. Qui a été, disons-le, un pionnier. Le grand pionnier au niveau du Mali, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de toute l'Afrique. Donc, il nous a formés et la FEMA a vu le jour en 1982. Une petite précision sémantique pour moi et pour nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Il me semble qu'on ne dit plus un handicapé parce que ce serait péjoratif. On dit personne vivant avec un handicap ou en situation de handicap. Que pouvez-vous nous dire? Et effectivement, l'appellation évolue, comme le monde évolue. C'était même une considération médicale. On disait les perclus, les paralytiques, les paralysés. Après, il y a eu la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Il y a eu un débat fou aux Nations Unies, j'étais là, pour dire quelle appellation il faut adopter. Donc, pour la Convention, on a dit personnes handicapées. Mais dans les pays occidentaux,
Il y a d'autres qui préfèrent dire personnes en situation de handicap ou personnes à mobilité réduite. Mais les personnes vivant avec un handicap au Mali qui se sont battues pour avoir une loi en 2018. On va justement reparler de la loi donc tout au long Voilà, de cette toujours, émission. bon, c'est à l'adoption de cette loi au Conseil des ministres que l'appellation personne vivant avec un handicap a vu le jour au Mali. Et là, vous le savez, le président de l'époque était très... Ibrahim Boubacar Keïta était très tatillon sur les mots. Qu'est-ce qu'il faut dire justement? Il a dit qu'il ne faut pas dire personnes handicapées, mais que ce sont des personnes qui vivent avec un handicap et que cet handicap-là peut aussi, ça peut être temporaire ou permanent. Vivre avec un handicap est difficile. Trouver un emploi dans cette situation l'est tout autant. Nous allons justement en parler dans ce grand angle signé Marietou, signé Assetou Mani Coulibaly et Ibrahim Babi. « 15% des habitants de la planète sont en situation de handicap, soit plus d'1 milliard de personnes, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Les données de la Banque mondiale montrent que cette proportion est plus élevée dans les pays en développement. En Afrique, la situation socio-économique des personnes vivant avec un handicap est matérialisée par des inégalités entraînant un niveau d'instruction moins élevé, un moins bon état de santé, un taux de chômage et de pauvreté plus élevé par rapport aux personnes sans handicap. Au Mali, les préjugés sur l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap sont nombreux. Déjà, il faut distinguer les différents types d'handicap. Il y a des personnes qui sont atteintes d'handicap physique, il y a des personnes aussi qui sont atteintes d'handicap mental, psychologique. Alors, entreprendre pour ces personnes est très compliqué. Par exemple, pour les personnes qui sont atteintes d'handicap physique, il y a vraiment des difficultés. Des personnes, par exemple, atteintes d'handicap de mobilité qui ne peuvent pas se déplacer, si elles souhaitent d'entreprendre, ça va être un peu plus compliqué. Ils vont être affrontés à beaucoup de difficultés. Des personnes, par exemple, atteintes aussi d'handicap visuel et audible, ces personnes-là aussi, lorsqu'ils souhaiteront entreprendre, sont face à de multiples problèmes qu'on doit tenir compte de ça. Ce sont vraiment des personnes qui sont dans des situations difficiles déjà. Et l'entrepreneuriat aussi, c'est un domaine qui est très compliqué. Malgré les préjugés, de plus en plus de personnes vivant avec un handicap ont fait le choix de créer leur entreprise, certains dans le but d'évoluer dans un environnement leur garantissant des conditions de travail sur mesure et favorables à leur bien-être. C'est le cas d'Aminata Konaré, qui, en dépit de son handicap physique, entreprend dans le secteur agroalimentaire. Elle transforme notamment les fruits saisonniers en jus naturel. Au-delà du handicap, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est dû à la formation que j'ai eu à suivre. J'ai un master en biotechnologie microbienne, spécialisé en contrôle qualité alimentaire. Donc, à la fin de mes études, j'ai décidé de créer l'entreprise Konaré Prestations, puisque je volais dans l'informel depuis 2015. Donc, en 2015, je faisais les petits croquettes pour amener à l'école. J'ai vu que les produits étaient vraiment appréciés par les camarades et les professeurs également achetaient mes produits. Donc j'ai évolué de 2015 à nos jours et c'est après ma soutenance en 2020 du master, j'ai décidé d'ajouter les jus de fruits naturels également. Contrairement à Aminata Konaré, Konaté Zainab Guissé, qui est aussi atteinte d'un handicap moteur, s'est lancée dans les affaires depuis les années 90. Ses premiers projets ont été financés par l'ONG Handicap International. Bon, entrepreneuriat ne a daminɛ ni cybercafé en filɛ yɔrɔ mun kɔnɔ yan bi yan kun ye cybercafé de ye Inanet fo ne yɛrɛ tɔgɔ dara mɔgɔ dɔw fɛ ko Inanet ne ye cyber daminɛ n'o ye parce que n b'a fɔ n ka interview caman na projet fɔlɔ mun financera ne ye Handicap International de y'a financé ne ye an y'a daminɛ ni secrétariat public de ye secrétariat public au kɔnɔna la cyber commencera à développer, ça c'était dans les années
93, 94. N'i ye handicap bila ɲɛfɛ dɔrɔn i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la i tɛ se k'o kɛ. I b'a ye fɔlɔ ne ye mɔgɔ de ye. Mɔgɔninfin ye mun ye dusu. Mɔgɔninfin ni dusu t'i kɔnɔ dɔrɔn c'est pas la peine. Donc ne bɛ dusu de bila ɲɛfɛ ka musoya in fana bila ɲɛfɛ k'a fɔ n ye muso de ye n ye denbatigi de ye. Denw b'i bolo i cɛw bɛ yen donc i kan ka se ka i occuper olu la. N'i ko ko diɲɛ ko bɛɛ ka to cɛ bolo ha hali minnu b'u sen fila kan a ma nɔgɔn dɛ kuma tɛ handicapé ma a bɛ taa k'i to yen dɛ. À ce jour, le Mali ne dispose pas de formation proprement dite pour les personnes qui souhaitent entreprendre en situation de handicap, ce qui n'est pas de nature à encourager l'handi-entrepreneuriat. On ne forme pas de la même manière une personne atteinte d'handicap et une personne qui n'est pas atteinte d'handicap. Déjà, sur les personnes atteintes d'handicap, il faut dire que ces personnes-là sont déjà dans une situation de fragilité. Donc il faut être vraiment très patient avec eux pendant les jours de formation. Et la manière de les expliquer seront très différentes de ceux qui ne sont pas atteints d'handicap. Outre la stigmatisation et des discriminations dont elles sont régulièrement victimes dans le monde professionnel, les personnes vivant avec un handicap ont 2 à 3 fois moins de chances d'obtenir un financement pour leurs projets que les personnes valides, selon la Banque mondiale. En ce qui concerne le financement du projet, et à chaque fois que nous faisons la demande, certains sont un peu réticents parce qu'ils supposent qu'avec le handicap, moi j'ai des béquilles. Mais certains supposent que juste celle-là, on va lui donner l'argent, elle va juste bouffer, elle ne pourra pas faire le travail. Certaines structures du pays, à l'image du Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, accompagnent notamment financièrement les projets viables portés par des jeunes valides ou pas. Davantage spécifique à ces personnes, maintenant on veut qu'ils comprennent qu'ils sont comme les autres. Ils peuvent faire ce que les autres font. Donc on les reçoit en comité, ils viennent défendre leurs projets, on regarde la faisabilité et la rentabilité de leurs projets et suivant cela, on se prononce sur leur dossier. Donc comme exemple, nous avons eu à prendre un jeune à Koutiala, un jeune qui est sourd-muet, qui est venu défendre son projet. Il s'est fait accompagner par son directeur d'école pour venir nous interpréter ce qu'il dit avec les signes. Et lorsque on posait les questions, le même directeur d'école interprétait ce que nous disions en signe aux jeunes. Donc effectivement, ce jeune a pu défendre son projet. Le comité a été convaincu, donc le projet a passé, il a eu son financement. L'implication de l'État est fortement sollicitée pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Moi, j'encourage l'État à créer un fonds d'une manière indirecte parce que lorsque l'État lui-même accorde des financements, le remboursement très généralement est problématique, mais l'État peut passer à travers une structure de la place pour accorder des financements à des conditions plus souples à ces personnes vivant avec des handicaps. Il faut les soutenir très spécifiquement dans les domaines sur lesquels ils veulent entreprendre. Et aussi les besoins de fonds de démarrage, les fonds de subventions, etc. pour les soutenir. Parce qu'ils se trouvent déjà dans une situation vraiment très compliquée. Donc si on ne les soutient pas, ils ne seront pas en mesure d'entreprendre comme les personnes qui ne sont pas atteintes d'handicap. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je dirais qu'il faut appliquer seulement les textes. Il ne s'agit pas d'inventer la roue. Il y a des textes existants qui sont en faveur des personnes handicapées. Donc, il faut simplement appliquer les textes. Après des années de lutte, le Mali a adopté et promulgué la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. Le décret fixant les modalités d'application de la dite loi a été adopté en septembre 2021 par le pouvoir de transition. Malgré ces dispositifs, des inégalités demeurent. Malgré la loi, des inégalités demeurent. Nous allons bien sûr revenir en détail sur certaines choses qui ont été dites dans le grand angle. Madame Djikine, au sujet justement de ce reportage qu'on vient de voir, qu'est-ce qui a attiré votre attention?
Oui, ce qui a attiré mon attention, c'est par rapport au coach qui a dit que les personnes vivant avec un handicap sont fragiles. Je dirais plutôt qu'ils sont vulnérables et cette vulnérabilité est due bien sûr au handicap, aux conditions sociales. Il est évident qu'il faut soutenir les personnes vivant avec un handicap dans les entreprises, mais depuis des années, l'État donne des activités génératrices de revenus. Les activités génératrices de revenus, tu les donnes à une personne vivant avec un handicap qui n'a jamais eu 100 000. Tu lui donnes 200, 300 000. Il va aller d'abord payer sa location. Il va manger dedans. Est-ce que l'entreprise va avoir le jour? Difficilement. L'entreprise ne verra pas le jour. Donc, c'est pour cela que la fédération a maintes fois demandé au pouvoir public de mettre en place un fonds pour l'entrepreneuriat des personnes vivant avec un handicap. Bien sûr, avec des conditions souples. Il y a des banques sur la place qui ne financent pas, qui vont faire des études, qui ne financent pas les personnes vivant avec un handicap. Mais peut-être que je vais d'ailleurs toucher à un programme que nous avons eu maintenant avec l'État. Ce programme a débuté depuis 2020. Mais si je dis 2020, ça a été un projet ANPE, FA, FEMA et une banque de la place, Aura Bank. Mais vu la situation sécuritaire du Mali, nous avons été confrontés au Covid, nous avons subi l'embargo injuste et inhumain de la part de qui, vous savez, la CEDEAO, l'UMOA, entre autres, et également la situation sécuritaire du Mali actuellement. Le projet n'a pas pu voir le jour. Justement, on va en reparler. Bon, c'est pour vous dire que la grande majorité des personnes vivant avec un handicap sont dans des situations difficiles. Situation difficile, est-ce que nos autres invités pensent la même chose? Cissé Lala Tara Aïdara, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, promotrice de l'auberge-restaurant Mataj à Tombouctou. Vous avez travaillé dans plusieurs ONG du pays, dont Handicap International. Actuellement, vous êtes la présidente de l'Association des femmes handicapées de Tombouctou. Justement, dans quel état se trouvent ces femmes aujourd'hui dans la région de Tombouctou, compte tenu de la situation sociopolitique du pays? Bonsoir. Monsieur Amar, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Pour moi, c'est Cissé Lala Tara Aïdara. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau de Tombouctou. Les principaux? Surtout avec les femmes handicapées, vivant avec le handicap. Déjà, être femme, c'est pas facile. Bon, moi je vois que à Tombouctou, pour être insérée dans la société même, c'est pas facile. Elles sont toujours à la maison, elles sont toujours gardées à la maison. C'est pour cela que nous avons mis en place une association des femmes handicapées dans le cadre qu'elles puissent s'assumer et se réinsérer dans la vie socio-économique. Très bien, nous allons bien sûr revenir en détail sur justement les conditions dans lesquelles ces femmes évoluent dans votre région. Mais avant, j'ai le plaisir de présenter notre troisième et dernier invité ce soir. Il s'agit de Mamadou Sensi Ba. Monsieur Ba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agent dans le département entrepreneurial de l'APEJ, c'est bien cela? Entrepreneuriat jeunesse.
Entrepreneuriat jeunesse, merci pour la précision au niveau de la pêche. Au niveau de la pêche. Mon département se retrouve au niveau de la pêche. Et comme vous le savez, la pêche, c'est une structure créée depuis 2003 par l'État du Mali pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes. Et la pêche a pour mission de concourir à la création d'emplois pour les jeunes, hommes et femmes, bien sûr. Que ce soit des jeunes des milieux urbains ou ruraux, en facilitant leur accès au crédit et aussi en facilitant leur accès à l'emploi. Et donc c'est dans ce cadre, la pêche, à travers sa mission, essaye de mettre en place un volet permettant de prendre en compte les personnes marginalisées. Et qui parle de personnes marginalisées, il y a les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est dans ce cadre, à travers les différents produits de la pêche, que sont les stages de formation professionnelle, l'entrepreneuriat, le financement des jeunes, la pêche prend en compte les personnes en situation de handicap. Et c'est ainsi que vous verrez lors du dernier contingent 12e programme de stage de formation professionnelle de la pêche, il y avait plus de 30 personnes vivant avec une situation de handicap qui étaient retenues lors de ces stages. Mais également, il y a au niveau du département entrepreneuriat, il y a un volet sensibilisation, formation en entrepreneuriat. Justement, on va revenir en détail sur les deux volets que vous venez de donner. Je vous invite tout juste à regarder cette première infographie de cette émission qui va nous permettre d'abord, mesdames, messieurs, de faire un état des lieux. Au niveau du monde, la situation des personnes handicapées, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, on parle de 1,3 milliard d'individus qui sont en situation de handicap dans le monde, soit une personne sur 6 dans le monde qui vit avec un handicap d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, soit 16% de la population mondiale. Madame Djikine, c'est pour dire qu'on retrouve des personnes en situation de handicap dans tous les pays du monde, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Dans le monde, il y a plus d'1 milliard de personnes vivant avec un handicap. Et d'après les estimations de la Banque mondiale et de l'OMS, en 2011, ils estimaient à 15,5% de la population. Donc, si on extrapole ça au Mali, nous sommes à peu près 2 millions et quelques de personnes vivant avec un handicap. Bon, nous attendons d'ailleurs les résultats du recensement général de la population pour savoir exactement combien nous sommes dans notre pays. Madame Cissé, au niveau de votre organisation à Tombouctou, peut-on avoir une idée du nombre de membres? Bon, chez nous, nous sommes une cinquantaine de femmes handicapées. Mais il y a d'autres femmes handicapées dans la ville qui ne sont pas dans notre association. Alors, Monsieur Ba, au niveau de la pêche, est-ce que vous avez procédé à un recensement de ces jeunes qui sont en situation de handicap pour leur prodiguer donc de meilleurs programmes, pour leur prodiguer des programmes spécifiques, comme quelqu'un le disait tout à l'heure dans le reportage? Ça, nous ne l'avons pas fait, mais nous avions des volets qui concernent l'ensemble des jeunes, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la pêche concerne les jeunes. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avions une prise en compte des personnes vivant avec les handicaps dans chaque sélection. Et donc, je disais, c'est à travers cela, lors d'une formation sensibilisation en entrepreneuriat, il y a 35 jeunes qui ont été formés dans les régions de Sikasso, Ségou et Kaï en entrepreneuriat. Vous trouverez aussi, la pêche avait mis en place une ligne de crédit spécialement dédiée aux personnes de petite taille. Parce que les personnes de petite taille également, c'est les personnes vivant avec les handicaps. Et donc, ces personnes vivant avec les handicaps de petite taille ont reçu un financement avec la pêche à travers leur plan d'action et évidemment à travers leurs projets. Donc, tout cela, c'est des accompagnements que la pêche est en train de mettre en place pour renforcer l'entrepreneuriat au niveau des personnes vivant avec les handicaps, mais tout en tenant compte de la tranche d'âge de la pêche qui est de 15 à
40 ans, bien sûr. 15 à 40 ans pour bénéficier de l'accompagnement de la pêche, puisqu'on parle des jeunes. Effectivement, les personnes de petite taille font partie de la fédération. L'association fait partie vraiment de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Et dans la loi 2018-027 du 2 juin 2018, effectivement, il y a un article qui dit qu'il faut des données désagrégées concernant les personnes vivant avec un handicap. Tant que cela ne se fait pas, aucun département ne peut savoir qu'il y a tant de personnes vivant avec un handicap qui a été formé, qui a bénéficié de fonds ou bien qui a reçu. Au niveau du ministère de la Santé et du Développement social, nous avons un département technique qui est la Direction nationale du développement social, qui peuvent aussi quand même, ils peuvent donner vraiment des statistiques nous concernant. Mais c'est infime par rapport à la population de personnes vivant avec un handicap. Si je vous dis que la majorité des personnes vivant avec un handicap ne sont pas allées à l'école, ne sont pas allées à l'école, donc cette cible doit être formée, apprendre d'abord un métier et puis être financée. Oui, l'APEJ peut avoir la volonté de former, l'ANP peut avoir la volonté de former, le FAFA peut avoir la volonté de former, mais ces jeunes, même s'ils sont formés, il faut les installer. Donc, c'est une formation insertion qu'il faut faire. Justement, on va avoir cette autre donnée qui va nous amener cette fois-ci à parler des personnes vivant avec un handicap au Mali. On parle de 2,7 millions de personnes d'après les estimations donc, de 2016, toujours de l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale. Donc, près de 7% de la population sur une population estimée à l'époque à 18,1 millions. Donc là, c'était en tenant compte des données du recensement de 2009, pas le nouveau recensement. Non, pas du tout, parce que le recensement de 2009 va en deçà de 5 000, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de beaucoup de paramètres. Donc ça, nous faisons l'extrapolation sur les données de la Banque mondiale et de l'OMS de 2011. Sinon, le recensement de 2009 a sous-estimé le nombre de personnes vivant avec un handicap. Alors, je précise qu'on a eu un dernier recensement, 2022-2023. Voilà, donc là, nous avons beaucoup travaillé avec l'INSAT pour que les personnes vivant avec un handicap... l'Institut national de la statistique. De la statistique, pour que les personnes vivant avec un handicap soient réellement prises en compte. Cette fois-ci, bon, je crois qu'il y a eu des résultats globaux concernant le nombre de la population malienne, les hommes, les femmes, les jeunes, mais la spécificité, ils vont le faire sortir, je crois que dans quelques mois. Monsieur Ba? La pêche n'a pas un volet spécifiquement dédié aux personnes vivant avec les handicaps, à part la ligne de crédit qui a été mise en place pour les personnes de petite taille. Mais nous avions, lors de chaque appel à candidature, un volet nous permettant de déterminer le nombre de personnes vivant avec les handicaps qui ont postulé à cet appel à candidature. Vous trouverez sur chacun de nos appels à candidature, sur les fiches à remplir, il y a un volet à cocher si la personne vit avec un handicap. Et là, en ce moment, après avoir remonté les informations, ça nous permet de savoir concrètement combien de personnes vivant avec les handicaps ont eu à postuler à cet appel à candidature et à les prendre en compte en ce moment lors du traitement de l'appel à candidature pour la proclamation finale des résultats. Quand on parle du chômage des jeunes, arrêtons-nous quelques instants à travers cette infographie qu'on va voir. Le chômage des jeunes vivant avec un handicap en 2021, on parle de 724 jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Ce chiffre, c'est les diplômés handicapés. Oui, là on parle bien sûr des diplômés. Voilà, il s'agit des diplômés handicapés et qui ont été recensés et qui ont déposé leur dossier au niveau de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées. Effectivement, chaque année,
et la fédération démarche l'APEJ. Il y a d'autres associations, le collectif des jeunes diplômés handicapés, l'emploi EID, Emploi et Intégration, qui démarche l'APEJ et envoie des listes. Bon, et là, je crois que vous m'attendez, monsieur le directeur, il faut prendre beaucoup plus. Ouais. Je lui transmettrai. Je suis sûr que le directeur va regarder l'émission également, parce qu'il aurait bien voulu être là, mais malheureusement, l'agenda a été bousculé. Et effectivement, parce que là, je vous dis, heureusement pour nous, nous avons pu négocier dans le décret d'application de la loi pour que, parce que les jeunes diplômés handicapés dépassent en général l'âge du recrutement à la fonction publique. Et cela, vous le savez, c'est dû, on tombe malade à 2 ans, 3 ans. Au moment où les autres marchent, nous sommes sur le dos de nos mamans. Et puis, et au moment où les jeunes partent à l'école, nous sommes en train d'apprendre à marcher. Donc, c'est un retard fou. Et dans le décret, on a dit que bon, il y aura 3 ans de plus pour l'intégration, pour la fonction publique. Et là, il y a tous les corps aussi ne sont pas pris en compte dans la fonction publique et ces jeunes handicapés sont restés pour compte. Comment est-ce que ça se passe au niveau de Tombouctou par rapport au partenariat avec l'accompagnement? Bon, au niveau de Tombouctou, la pêche travaille avec les jeunes vivant avec le handicap. Dans les formations, dans des financements pour l'artisanat, la fabrication du savon, ainsi de suite. Donc ça permet au moins à ces jeunes-là de pouvoir connaître, avoir un métier, pouvoir évoluer. Voilà. Ce n'est pas que Tombouctou seulement. La pêche sur le plan national, nous couvrons toute l'étendue du territoire national. Donc, la pêche a des représentations dans toutes les régions du Mali. Et donc, c'est à travers ça, nous avions des volets spécifiques orientés vers les jeunes. Et parmi ces jeunes, il y a naturellement les jeunes vivant avec les handicaps. Donc, nous organisons des formations. Et il y a aussi des partenaires qui viennent régulièrement vers la pêche. Et quand ces partenaires viennent envers la pêche pour la formation des jeunes ou pour l'accompagnement et l'installation des jeunes, généralement, la pêche prend en compte les jeunes des personnes vivant avec les handicaps. Et vous trouverez dans toutes les régions du Mali, les représentations régionales de la pêche sont en contact avec les organisations des personnes marginalisées ou des personnes vivant avec les handicaps. Donc, vous trouverez dans la région de Tombouctou, notre coordination régionale est en contact avec l'association des personnes vivant avec les handicaps. Et donc, de ce fait, ils sont impliqués dans tout ce que nous organisions comme renforcement des capacités ou même financement des projets de jeunes. Monsieur Ba, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez défini une ligne de crédit pour les personnes de petite taille. Pourquoi spécifiquement les personnes de petite taille? Parce qu'en fait, nous étions partis du constat comme quoi, généralement, les personnes de petite taille étaient souvent les plus oubliées. Ils n'avaient pas bénéficié d'accompagnement. Et à l'époque, ils avaient mené un plaidoyer pour qu'ils aient un appui financier. Ils avaient des projets bien précis. Et donc, c'est à la suite d'un long plaidoyer auprès des autorités. Les autorités maliennes ont décidé à ce que la pêche puisse mobiliser des fonds pour accompagner ces personnes de petite taille. Oui, tout ceci, c'est une volonté politique qui se met en œuvre. On va voir cette autre donnée qui va nous amener à parler des 5 principaux faits des personnes en situation de handicap. C'est sur la base donc des données de l'OMS, donc c'est une enquête de l'OMS. Alors l'OMS nous révèle qu'il est 6 fois plus difficile pour les personnes handicapées de se rendre dans des établissements de santé ne prévoyant pas les améliorations nécessaires du point de vue donc de l'accessibilité. L'OMS nous apprend également qu'il est 15 fois plus difficile pour les personnes handicapées d'accéder à des transports
inabordables ou ne prévoyant pas les aménagements nécessaires du point de vue de l'accessibilité, les personnes handicapées sont 2 fois plus exposées au risque de développer des troubles et des maladies telles que la dépression, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et l'obésité. Les personnes handicapées sont quotidiennement exposées aux inégalités, ce qui nuit, augmente la pauvreté, les exclut du système éducatif et de l'emploi. Et enfin, certaines personnes handicapées meurent jusqu'à 20 ans plus tôt que les personnes non valides. Ce sont des données, là, je rappelle une fois de plus, de l'Organisation mondiale de la santé. Au Mali, il me semble que, et là, j'en appelle à votre expérience, c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais il y a quand même eu une évolution. Bon, je pourrais dire que la situation des personnes vivant avec un handicap a évolué positivement. La preuve est qu'aujourd'hui, on en parle. Il y a quelques années, on n'en parlait pas, c'est ça? On en parle, les pouvoirs publics, beaucoup. Bon, je dirais les pouvoirs antécédents en parlaient. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, du sommet jusqu'à la base, les personnes vivant avec un handicap sont prises en considération. Comme on le dit, il y a l'inclusion. Il y a l'inclusion, mais cela n'empêche pas que je puisse vraiment vous dire que, par exemple, si on dit qu'il y a se rendre dans les établissements de santé et tous les services sociaux de base ne sont pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Mais vous restez prioritaire au niveau des soins de santé ou bien ce n'est pas le cas? C'est bien dit dans la loi que nous devenons prioritaires. Mais pour être prioritaire, il va falloir que tu accèdes d'abord au bâtiment. Ce qui est difficile. Ce qui est difficile en général, l'inaccessibilité des bâtiments et même la formation du personnel de santé. Comment recevoir, par exemple, une personne handicapée auditive? Comment accueillir une personne non-voyante? Et comment accueillir une personne handicapée en chaise roulante? Moi, les femmes handicapées, elles sont en état de grossesse, elles sont dans une chaise roulante, elles viennent trouver les escaliers. Pour trouver quelqu'un pour les aider, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, l'accueil serait d'abord, mais je vais vraiment un peu fermer ça, mais c'est là aussi. Madame Cissé, justement, en parlant des défis que vous rencontrez, vous êtes entrepreneur, vous êtes présidente d'une association. Quels sont ces principaux défis-là? Bon, en fait, les personnes vivant avec le handicap ont toujours des problèmes pour accéder au financement. Donc, souvent, les gens n'ont pas confiance aux personnes handicapées. Ils se disent que ces gens-là ne peuvent pas faire le travail ou bien ne peuvent pas prendre un financement et pouvoir exécuter. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Alors justement, vous êtes, je l'ai dit, entrepreneur, vous avez un hôtel-restaurant. Oui. Comment justement vous avez pu trouver ces financements? Est-ce que, par exemple, vous avez pu, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire dans le reportage que moi j'ai bénéficié du financement d'une ONG, je pense que c'était Handicap International. Est-ce que vous avez des ONG qui vous accompagnent aujourd'hui financièrement? Si oui, à quel taux par exemple? Non. Aucune ONG aujourd'hui ne vous accompagne? Non. Donc c'est extrêmement difficile. Moi, j'avais eu à travailler dans plusieurs ONG internationales, Kermali, le PAREM, AD Nord, CAR Nord. Donc ce sont ces structures-là. Ce sont ces structures-là que moi j'avais déposé mon argent. C'est avec cet argent-là que j'avais ouvert un restaurant. Au départ, c'était un restaurant. Et après, j'ai eu à travailler avec les ONG, la restauration dans les séminaires. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Et petit à petit, je commençais l'auberge. J'étais aussi partenaire avec la MINUSMA. C'est comme ça que j'ai eu l'auberge. Monsieur Ba,
dans le reportage toujours, il y a un monsieur qui disait, nous on reçoit tout le monde sans distinction. Il y a un monsieur qui est venu postuler, il a amené son interprète, son directeur interprète. Est-ce que vous tenez compte justement de cet aspect pour ceux qui viennent déposer des dossiers chez vous, mais qui peut-être sont sourds, muets et tout ça? Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pris des dispositions? Comment est-ce que vous travaillez justement avec ceux qui ont besoin d'un accompagnement particulier? Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais nous sommes dans les perspectives d'introduire ces volets-là. Parce que vous savez, le monde est évolutif et les situations changent du jour au lendemain. Madame la Présidente disait, aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience par rapport à la prise en charge et de la question des personnes vivant avec les handicaps. Et donc, nous sommes en réflexion comment est-ce que la pêche puisse s'adapter aux situations des personnes vivant avec les handicaps, notamment lors des renforcements des capacités de ces personnes-là. Mais voilà, je voyais dans la projection vidéo une jeune dame entrepreneur, Aminata Konare, que j'ai suivie lors d'une formation, qui était brillante. Elle était avec des personnes qui n'étaient pas... Elle était la seule personne vivant avec les handicaps parmi les participants. J'avoue, moi j'étais impressionné par rapport à ses qualités. Elle était brillante lors de la formation. Et là, c'était une formation avec une formatrice venue spécialement du Bénin pour venir les former en tout ce qui est besoin pratique d'hygiène et autres. Donc, c'est pour vous dire, les personnes vivant avec les handicaps aussi, il y a des personnes compétentes parmi eux. Et donc, il serait bien qu'ils soient pris en compte dans chacun des volets de la nation. La loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, on va voir, c'est vraiment un résumé. Mesdames, messieurs, vous allez justement nous en dire un peu plus. L'objectif de cette loi, on va le voir, donc promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec un handicap en matière d'emploi. Il est prévu notamment que les personnes diplômées vivant avec un handicap bénéficient de mesures spécifiques de recrutement aux emplois publics et privés. Madame Djikine Atouma Gakou, aujourd'hui, à quel niveau ça bloque? À chaque fois qu'on voit vos sorties, par vous spécifiquement, même les présidents ou des autres associations des personnes vivant avec un handicap, dire on veut que la loi soit appliquée. Quel est le problème aujourd'hui? Oui, bon, la loi est appliquée parce que pas en totalité, bien sûr, mais quand même, je peux dire que les autorités de la transition en 2022, tous ceux qui ont fait le concours d'entrée à la fonction publique, parce qu'il faut un quota de 15% après le concours qui est attribué aux personnes vivant avec un handicap. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi et ça a été appliqué. En 2022. En 2022, et le concours passé, là, le concours de la fonction publique est passé. Et il y a eu 64 personnes vivant avec un handicap qui ont passé. Avant cela, nous avions un dossier bloqué au niveau de la fonction publique parce que vraiment, le président Amadou Toumani avait promis de recruter 70 jeunes vivant avec un handicap. Et ça, à cette époque-là, c'était à titre exceptionnel. Après le concours, même s'ils ne font pas le concours, en collaboration avec la FEMA, il y a des personnes vivant avec un handicap qui étaient prises en compte. Et en 2018, il y a eu un certain nombre qui ont été intégrés à la fonction publique à titre exceptionnel. Il y a d'autres qui sont partis à l'INPS et à titre exceptionnel et il est resté 42. C'est quand, pendant de 2012 jusqu'en 2022, nous avons beaucoup bataillé et en fin de compte, le président de la transition a accepté d'intégrer les 42 à la fonction publique, ce qui fait un total de 104 à 106 jeunes diplômés handicapés qui ont été intégrés à la fonction publique.
Mais ce que nous voulons de plus, ça c'est, je dirais que les personnes handicapées intellectuelles qui sont diplômées sont en deçà du nombre réel des personnes vivant avec un handicap qui sont à la maison, qui ont besoin de formation, d'apprentissage et d'insertion. Et là, c'est ceux qui ne sont pas partis à l'école et qui triment. Il y a beaucoup, les 724 diplômés handicapés, il y en a plus chaque année, et il en sort. Mais vraiment, il faut qu'on puisse mettre un accent particulier sur l'entrepreneuriat des personnes vivant avec un handicap. Et là, c'est en collaboration parce que déjà, dans nos objectifs, on a dit la FEMA seconde les pouvoirs publics pour qu'ils légifèrent en faveur des droits des personnes handicapées. Et c'est là, c'est l'APEJ, c'est le FAPA, c'est l'ANPE et d'autres structures étatiques qui peuvent vraiment prendre le dessus, faire en sorte que cette question soit résorbée. Nous marquons une courte pause, on se retrouve dans une poignée de secondes, on va beaucoup plus parler de solutions, comment améliorer les conditions d'emploi, les conditions de formation et même les conditions de financement des projets, donc des personnes vivant avec un handicap. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est Entreprendre en situation de handicap, ce qu'il faut savoir. Je suis toujours en compagnie de nos experts, dont la présidente de la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap, Madame Djikné Atouma Gakou. Merci d'être restée sur le plateau. Nous avons bien sûr une handi-entrepreneur. Elle est donc également la présidente des femmes vivant avec un handicap dans la région de Tombouctou, Madame Cissé. Merci également d'être restée sur le plateau pour porter la voix de l'État et particulièrement des jeunes que l'État forme. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mamadou Sinsiba. Merci Monsieur Ba également d'être sur ce plateau. Je vous invite, Mesdames, Messieurs, à regarder cette première infographie de cette deuxième partie qui va nous amener à parler de formation des entrepreneurs en situation de handicap au Mali. Donc c'est un projet, Madame Djikné, vous allez nous en parler un peu plus tout à l'heure. Il y a 250 millions de francs CFA qui ont été mobilisés sur 3 ans pour former des jeunes, pour former des entrepreneurs en situation de handicap. Donc les partenaires de ce projet à hauteur de 250 millions sont FAR, l'ANPE et la FEMA. Qu'en est-il de ce projet, Madame Djikné? J'ai envie de vous taquiner en vous disant qu'on vous a vu dans toutes les télés du pays avec un gros chèque de 250 millions. Rassurez-moi, les choses ont démarré ou pas encore? Bon, je crois que je vais directement répondre, pas encore. Mais bientôt. Depuis 2020, si je ne dis pas... mais je pense bientôt. Bientôt, c'est quand? Vous n'avez pas une idée, un mois ou précisément? Bon, donc je préfère taire. D'accord, ok. C'est là. En juin 2020, effectivement, il y a eu ce programme d'appui aux personnes en situation de handicap. C'est comme ça que le projet a été articulé d'un montant de 250 millions. Et provenant de qui, pardon? Provenant de qui? Provenant qui finance de l'État. C'est l'État. C'est l'État, mais c'est l'ANPE qui porte. Et c'est le Fonds auto-renouvelable pour l'emploi qui garantit. Et en collaboration avec la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, qui va contribuer à identifier les projets. Des personnes vivant avec un handicap vont déposer leurs projets à la FEMA en collaboration avec FAR ANPE. Donc, il y aura une sélection. En tout cas, c'est comme ça que le projet a été articulé. Bon, en juin 2020, ils m'ont donné un grand chèque de 250
millions que j'ai brandis à la télé. Je vais pas dire que vraiment c'est que l'État ne voulait pas financer ou bien que c'était une mauvaise intention, mais ça a coïncidé avec la Covid-19, l'embargo injuste et inhumain qui a frappé notre pays et également l'insécurité résiduelle qui était là. Donc, l'État n'a pas pu mobiliser les fonds. Et je crois que d'ici la fin de 2023, peut-être que nous allons avoir les premiers projets qui seront financés par ce fonds. Et la banque partenaire, c'est Orabank. Les personnes. Bon, on va éviter de faire la publicité des banques et voilà. tout ça. Donc, en tout cas, c'est en juin 2020, je reprécise. Juin 2020, il faut également donc préciser qu'il y a eu un changement de régime donc quelques mois après. Peut-être que c'est ce qui explique le retard. Madame Cissé, est-ce que c'est parce que les personnes en situation de handicap dans certaines localités du pays et même à Bamako ne sont pas assez accompagnées, qu'on en retrouve beaucoup dans les rues, qui passent des journées entières à mendier? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour cela parce que j'aimerais approcher mon frère de la pêche. Nous voudrons que la pêche même approche ces jeunes pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie socio-économique. Parce que déjà, le déplacement, ce n'est pas facile pour les jeunes pour aller vers la pêche. Donc, il va falloir approcher les associations, discuter avec eux, parler avec eux. Donc, en ce moment, nous pourrions discuter entre nous, les jeunes, et amener les projets au niveau de la pêche pour qu'ils puissent être autonomes et indépendants. Monsieur Ba, je vous fais réagir juste après ce point de vue que je vous invite à suivre. Donc, il s'agit d'un point de vue de Monsieur Agibou Boiré, qui est donc le représentant du CNDH au Mali. Il nous parle surtout de discrimination positive. Vous allez comprendre ce qu'il veut dire par là. Oui. Le Mali a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Le Mali a même adopté une loi sur la situation de l'handicap et même un décret d'application en 2022. Mais malgré ces avancées significatives, à présent, les personnes vivant avec handicap rencontrent d'énormes difficultés, et singulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine même de l'insertion des personnes vivant avec handicap dans la vie professionnelle. Donc c'est un constat qui est là, mais les organisations de défense des droits de l'homme continuent de se battre, et la CNDH en tête, et nous avons fait des recommandations pertinentes aux autorités pour essayer de corriger cette situation. En fait, c'est l'État qui est le débiteur en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Et c'est l'État qui doit prendre des mesures et des dispositions afin de faciliter l'entrepreneuriat des personnes vivant avec handicap, afin de faciliter leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Donc l'État devrait lutter contre la mendicité de toute personne et singulièrement la mendicité des personnes vivant avec handicap. Faire en sorte que ces personnes soient associées aux politiques publiques en matière de prise de décision, en matière même de fonctionnement de la société. Donc c'est vraiment un devoir, voire une obligation pour l'État de prendre en charge ces aspects. D'autant plus qu'il y a même un décret qui prévoit les diligences à mettre en œuvre et pour vraiment mieux s'occuper, permettre aux personnes vivant avec handicap de jouir de leurs droits fondamentaux et dans le cadre de la lutte contre la discrimination, contre l'exclusion d'une couche sociale importante. Je suis pour la discrimination positive dans ce domaine parce que ces personnes sont considérées comme des personnes vulnérables. Elles ne peuvent pas se battre sur un pied d'égalité et que les personnes
personnes qui ne vivent pas avec handicap. Donc je suis tout à fait d'accord que ces personnes puissent bénéficier d'un quota. D'ailleurs, il y a eu un recrutement spécial de 40 d'entre elles en 2022 dans la fonction publique, une mesure que nous avons saluée et que nous encourageons. Et nous invitons l'État à multiplier ce genre d'initiatives. Discrimination positive pour permettre aux personnes vivant avec un handicap de mieux s'insérer, de mieux avoir leur part du gâteau dans la société, si je peux le dire ainsi. Monsieur Ba, à quand justement cette discrimination positive au niveau de la pêche, ou c'est déjà le cas? Si, c'est déjà le cas, c'est ce que j'avais dit. Peut-être que nous ne faisons pas assez de communication autour de ce que nous faisons. Je l'avais dit tantôt, dans nos fiches de candidature, il y a un volet spécial où les personnes vivant avec des handicaps sont appelées à coucher. Et dans notre base de données d'enregistrement des appels à candidature, des fiches de candidature, et cela est considéré comme un point à part à prendre en compte. Donc, nous en faisons. Et sûrement, nous devrons en faire plus davantage. Parce que, voilà, Madame la Présidente l'a dit, 724 jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Sûrement, le nombre a augmenté parce que chaque année, il y a des jeunes diplômés qui sortent encore davantage. Donc, nous en faisons. Sûrement, nous allons en faire davantage encore après cette émission. Madame Cissé, vous êtes bien entendu d'accord avec ce principe de discrimination positive. Vous pensez que comme ça va un peu rééquilibrer les choses? Bien sûr. Bien sûr, ça va équilibrer les choses. Parce que comme lui, il a déjà dit ça, il y a la discrimination envers les personnes handicapées qui n'arrivent pas à avoir le financement, qui n'arrivent pas à être intégrés. Madame Djikné, est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, même si ce n'est pas à un niveau assez élevé? Ça commence. Je dirais que ça commence. Il y a une discrimination positive dans certains cas. Mais par rapport à l'emploi, l'entrepreneuriat, et puis, on dira... à compétences égales, favoriser les personnes. Par exemple, s'il y a un dossier de personnes handicapées, c'est de le favoriser. À cause de certains facteurs, cette personne très vulnérable qui est dans le besoin, les autres sont dans le besoin, mais c'est en fait combler un fossé. Tout à fait. C'est ça la discrimination positive. Ce fossé qui existe entre toi et moi, qu'on le comble et que nous soyons au même niveau. Sinon, c'est la personne vivant avec un handicap qui tombe dedans. Je vous invite à présent à regarder ce cas d'école qui nous amène à parler d'une dame qu'on pourrait qualifier d'handipreneur. Handipreneur parce que justement, elle vit avec un handicap et elle entreprend avec. Regardez. Depuis sa tendre enfance, Rokiatou Diakité vit avec un handicap qui l'a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. À l'âge de 2 ans, le médecin lui diagnostique la poliomyélite. Mais, avec l'amour et le soutien de sa famille, celle qui s'est fait affectueusement appeler Rose surmonte les obstacles de la vie. Malgré sa santé fragile, Rose Diakité prend ses études au sérieux et décroche plusieurs diplômes, dont une licence en informatique et un master en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Passionnée d'entrepreneuriat, dès son plus jeune âge, Rokiatou Diakité du Rose travaille aux côtés de sa mère. Elle a notamment permis à celle-ci de mieux développer ses activités. Je faisais les étiquettes pour maman, donc ce qui nous a permis de répertorier les produits, de sortir un peu du cadre traditionnel de l'artisanat. Je travaille avec mes filles, mes belles filles. Socialement, Rose Diakité, ma fille qui m'a aidé beaucoup, qui m'a aidé sur le net. On voit maintenant sur le net, elle vend dans tous les pays africains, européens, asiatiques. Rokiatou Diakité est une entrepreneure aux multiples casquettes. Elle est la promotrice du cabinet de consultation informatique baptisé
univers du net et de l'informatique. Elle est surtout connue en tant que conférencière et conseillère conjugale. À ce titre, elle a coécrit avec sa mère un livre sur la vie de couple dénommé « Réussir sa vie de couple ». Cet ouvrage propose des idées et des astuces permettant de mieux gérer sa vie amoureuse. Selon l'écrivaine, il a été vendu à plus de 3000 exemplaires à travers le monde. Moi et moi, nous sommes binômes. On fait tout ensemble, comme ce livre aussi qu'on a fait ensemble, qui s'appelle « Réussir sa vie de couple », qui est un regard croisé entre deux générations, sa génération et ma génération. Du point de vue associatif, Rose Diakité est très impliquée. Elle est notamment la présidente du Mouvement mondial des femmes leadership panafricaines, consultante handicap, genre et inclusion et membre du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora. Elle est aussi membre de l'Association malienne des artisans en situation de handicap. Au regard de son combat pour l'égalité des chances, Rukiatou Diakité dit Rose a reçu plusieurs distinctions nationales, continentales et internationales. On peut entre autres citer le trophée Femme battante, le trophée de la citoyenneté et de la solidarité pour tous, le prix du leadership africain pour la combativité, la résilience et l'intégration. Rose Diakité, handipreneur, c'était notre cas d'école. Mesdames, messieurs, je vous ai vu sourire. Madame Cissé, je vais commencer par vous. Aujourd'hui, en tant que personne en situation de handicap, qu'est-ce que vous demandez pour améliorer votre condition donc professionnelle, socio-professionnelle? Nous demandons aux autorités de la transition. Ils sont en train de beaucoup travailler sur la réinsertion des personnes handicapées, mais nous voulons que ça soit plus. Quand on aide une personne handicapée, c'est aider tout un pays. Parce que la personne handicapée, quand elle rentre, quand elle veut travailler, elle fait ça avec confiance. Les gens n'ont pas... C'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance aux personnes vivant avec le handicap. Et pour ça, c'est des gens qui sont braves. Il faut faire des formations, il faut faire des missions sur l'étendue du Mali, approcher ces personnes vivant avec le handicapé, demander les projets, travailler avec eux pour qu'ils se sentent vraiment intéressés. Madame Djigné, Rose Diakité, j'imagine que vous connaissez bien, et étant entendu que vous êtes la présidente de la fédération, justement, comment faire en sorte qu'il y ait plusieurs Roses Diakité? Quand je dis plusieurs Roses Diakité, je veux dire des femmes qui entreprennent, des hommes qui entreprennent malgré leur handicap. Moi, je crois que d'abord, on va commencer par la famille. La personne vivant avec un handicap, la fille ou le garçon handicapé doit avoir confiance en lui-même. Et cette confiance en soi, on l'acquiert dans la famille. Il faut l'accompagnement de la famille pour que la personne... La famille d'abord. La famille d'abord. La famille d'abord. Et dire que voilà, j'ai mon enfant, il faut l'amener à l'école, ou bien il faut lui apprendre un métier. Et c'est ça, d'ailleurs, l'un des objectifs de la Fédération malienne des personnes handicapées, la sensibilisation de la communauté pour que la prise en compte de la personne vivant avec un handicap soit une réalité dans notre société. D'abord, le regard de l'autre est très pesant. Qu'on puisse positiver une discrimination positive du regard. Après cela, on peut... Tahara vient de parler des autorités de la transition qui ont prôné l'inclusion. Je vous dis aujourd'hui que nous sommes 4 personnes vivant avec un handicap au CNT, au Conseil national de transition. Nous sommes
plusieurs maintenant dans les services et départements. Bien qu'il faut faire davantage. La qualification, une personne vivant avec un handicap, 80% ne sont pas partis à l'école. Donc, il faut leur trouver une qualification. Les aider à monter leurs projets. Et ça, ce sont des petits projets ou des projets des PME qu'il faut mettre en place pour les personnes vivant avec un handicap. Et cela ne peut se faire sans la volonté politique appuyée par les lois. Nous avons une loi, mais l'application de la loi, il faut des arrêtés, il faut des décisions. Il faut également, parce que dans la loi, on a dit que le décret d'application, on a dit qu'on va mettre un comité de suivi des droits des personnes vivant avec un handicap. Que ce comité de suivi puisse voir le jour et que les personnes handicapées puissent vraiment suivre l'application effective de la loi. L'entrepreneuriat est vraiment important et décisif pour les personnes vivant avec un handicap qui n'ont pas de qualification universitaire. J'en appelle à nos autorités pour que cela soit et qu'un fonds soit mis en place pour les projets des personnes vivant avec un handicap. Un fonds qui leur permettrait de prendre crédit à taux zéro, par exemple, comme c'est le cas ailleurs? Oui, avec le projet de l'ANPE, c'est à taux zéro. Monsieur Ba, pour le mot de la fin, vous avez dit tout à l'heure que dans vos perspectives, vous comptez donner une place beaucoup plus importante aux personnes en situation de handicap, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça me permet de rebondir sur la dernière proposition de Madame la Présidente. Il s'agit pour les plus hautes autorités de contribuer à la mise en place d'un fonds spécial d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, mais également un accompagnement spécifique à leur endroit, parce que il ne sert à rien d'octroyer des fonds à des gens sans les outiller, les apprendre les techniques de gestion de ces fonds. Il faudrait qu'il y ait une véritable politique qui soit mûrie aux plus hautes sphères politiques pour que les personnes vivant avec un handicap soient prises en compte réellement au niveau des questions de l'entrepreneuriat au niveau du Mali. De façon spécifique, bien sûr. Entreprendre en situation de handicap, ce qu'il faut savoir, c'était le titre de cette émission que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci Madame Djikine Atouma Gakou. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées FEMA. Vous êtes par ailleurs la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition CNT. Merci Madame Sissé Lala Tahara Aïdara, vous êtes entrepreneur, promotrice de l'auberge-restaurant Mata, j'arrive de Tombouctou. Vous êtes par ailleurs présidente de l'Association des femmes handicapées de Tombouctou. Merci également à vous, monsieur Mamadou Sinsiba. Vous êtes agent département entrepreneuriat jeunesse à la pêche. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.